Mesdames et messieurs, bonjour ou rebonjour pour ceux d'entre vous qui étaient avec nous lors de la session précédente. Bienvenue sur notre plateau des Agora Live Facilities pour cette deuxième session consacrée au retour au bureau qui ne manquera pas d'arriver un jour, on l'espère, même si les nouvelles actuelles sont un peu contraires. Voilà, on va s'intéresser au rôle nouveau, en tout cas, des personnels d'accueil pour attirer et pour renforcer l'expérience collaborateur. Alors, pour en parler, je suis très heureux d'accueillir nos invités, Agathe Roy et Éric Nolot. Éric, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Tu es directeur général du groupe GSF, un des leaders français des prestations d'hygiène, de propreté et des services qui leur sont associés. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement, s'il te plaît, le groupe GSF ? Alors, GSF est une entreprise française, familiale, et qui a effectivement fondé sa croissance depuis plus de 50 ans maintenant dans l'hygiène et la propreté, et a dans le temps développé, sous la demande de ses clients, son offre multiservice vers l'ensemble des secteurs d'activité que l'on peut trouver, et sur des services qui vont des services aux occupants, bien sûr, mais aussi les services au cœur de l'outil industriel de nos clients, au cœur de leur process. Merci. Oui, c'est bien de rappeler que c'est un groupe familial, Tout à fait. parce que ça crée des valeurs particulières. Exactement. Que je Auquel connais. on tient. Oui, et je sais que vous y tenez. Merci beaucoup, Éric. Agathe Roy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup donc d'être avec nous ce matin. Agathe, vous êtes dirigeante fondatrice d'Arceos, qui propose des prestations d'accueil en entreprise, mais avec des dimensions en plus, j'ai envie de dire, notamment des dimensions, vous me direz si je dis des bêtises, d'office management, de happiness management, d'animation culturelle, c'est ça ? Oui, c'est ça. On est prestataire d'accueil en entreprise, donc ça reste notre cœur de métier, mais on a une prestation qui va associer différentes missions dans le but d'offrir plus de polyvalence et un service beaucoup plus enrichi. Donc on vient associer des missions complémentaires à l'accueil qui vont être des missions proches de l'office management, donc d'assistanat polyvalent, qui ont pour rôle de soulager les équipes internes de nos clients, de leur apporter du soutien, de récupérer certaines tâches chronophages et de pouvoir ainsi leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier. Et puis oui, notre marque de fabrique, c'est la partie animation culturelle qui vient compléter l'ensemble et qui, elle, s'oriente plus sur l'axe bien-être du collaborateur. En tout cas, on le place au cœur de notre réflexion dans le but de lui apporter une petite diversité dans sa journée, des petites touches de bonheur, de fun, de découverte aussi, des moments de partage. Le but de tout ça, c'est de faire en sorte que l'entreprise soit aussi un terrain d'épanouissement et on contribue à ça dans nos prestations. Mmh. Alors, merci à tous les deux d'être présents. Première question, Agathe, comment traversez-vous cette période un peu compliquée que nous connaissons là depuis un an, justement, sur ces métiers d'accueil en entreprise ? Alors l'accueil, c'est vrai, est très touché par la crise sanitaire. Quand il y a confinement, quand il y a appel au télétravail, les entreprises se referment sur elles-mêmes et puis les prestations sont suspendues en partie. Donc en tant que prestataire, on est avant toute chose partenaire, donc on est là pour avancer dans cette crise avec nos clients, pour s'adapter à leurs besoins et pour pouvoir rebondir et trouver aussi des solutions qui permettent à chacun de pouvoir faire son travail convenablement tout en respectant et en protégeant ses collaborateurs. Donc cette crise, nous, elle nous a permis à la fois de renforcer notre modèle, qui comme il est un modèle polyvalent, ça nous a permis de pouvoir avoir les compétences pour adapter nos missions, de proposer des services un petit peu différents, mais avec les profils qui sont déjà là, parce qu'ils ont été recrutés pour cette polyvalence. Donc de pouvoir rebondir, s'adapter en permanence. Certaines prestations ont été effectuées en télétravail. Et on a réussi à ce challenge-là de pouvoir maintenir des prestations d'accueil pour garder ce filon avec le télétravail. Et cette période de crise, elle nous permet aussi de pouvoir réfléchir un petit peu différemment sur ce collaborateur, sur cet usager de l'accueil, de pouvoir repenser un petit peu les choses et de voir qu'est-ce qui est réellement nécessaire, en tout cas quel est le besoin d'aujourd'hui par rapport aux besoins d'hier.
Vous avez pu adapter, donc quand même aussi réaliser des prestations en télétravail. Oui, tout à fait. Avec tout le volet justement un peu assistanat polyvalent, ça nous permet de pouvoir continuer à avoir une prestation qui a du sens et qui a du volume. Puisque c'est vrai que les flux de l'accueil se sont trouvés réduits. Oui. Alors je ne parle pas des flux des visiteurs où là réellement on est presque à néant, Oui. mais même les flux d'appels téléphoniques se sont réduits parce que les salariés ont pris d'autres habitudes. Ont plus communiqué sur des chats ou sur des outils internes et donc ont moins utilisé les lignes téléphoniques. Donc il y a eu vraiment une réduction des appels, mais pour autant, l'activité n'est pas réduite quand elle est associée à d'autres missions. Je pense à des missions plutôt bureautiques. Oui. Ou autres qui, comme elles font partie de nos prestations, ont permis de continuer à maintenir une activité et de pallier au télétravail des uns. En leur absence, ont récupéré certaines missions, voire au placement d'activités partielles sur certains jours, sur d'autres postes. On est venu vraiment compléter les équipes et là, travailler main dans la main avec nos clients pour assurer une stabilité. De l'agilité, voilà, très bien. Alors, question plus large pour tous les deux et pour poursuivre notre réflexion autour des impacts de cette période sur nos environnements de travail. Quelles conséquences, selon vous, aura cette crise à plus long terme, notamment sur les services à apporter aux collaborateurs? Alors, sur les lieux de travail, donc sur site, mais aussi maintenant hors site, et de plus en plus. Alors, on a vu lors de la session précédente que l'enjeu pourrait être de construire un continuum de services dans un contexte d'hybridation, c'est le mot à la mode, l'hybridation des lieux de travail, mais aussi de budget contraint. Qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution nécessaire de l'offre de services, Eric ? Je pense qu'on est déjà dedans. On doit changer nos business models, ou en tout cas trouver des offres qui sont tout à fait agiles et adaptables aux nouvelles organisations de nos clients. Alors, pour revenir sur les activités de GSF, on est, comme tout le monde, très en recherche d'expérience avec nos clients sur la capacité d'anticiper les occupations, les utilisations, les usages, puisqu'on va beaucoup parler de prestations à l'usage, de façon à convenir d'une organisation qui, en termes d'équilibre économique, en termes de satisfaction client et en termes de sécurité, donc de conformité avec les différents protocoles sanitaires, répond tout à fait à la demande. Donc, pour répondre à cette question, je pense qu'en termes techno, en termes d'organisation et puis en termes d'offres, on est tous, je pense, tous les prestataires que nous pouvons être sur le marché, en réflexion sur comment anticiper et puis offrir à nos clients des réponses agiles. Eh oui. Même question, Agathe. Il va falloir préparer aussi le retour au travail dans un contexte nouveau. On va voir d'ailleurs quelques chiffres là. Alors c'est vrai qu'on va avoir plus de télétravailleurs, mais il y a aussi des craintes, des habitudes nouvelles. Évidemment, des conséquences. Il va y avoir des conséquences pour votre métier. Ceci dit, on voit qu'il y a quand même pas mal de salariés qui souhaitent revenir travailler. C'est un besoin. Les chiffres qu'on va voir à l'écran sont assez parlants. 41% des salariés en télétravail ressentent une dégradation de leur lien social et on voit que 40% des salariés qui devraient télétravailler vont aujourd'hui quand même au bureau. Donc il va y avoir un retour de toute façon quand même au bureau, mais avec un volume de télétravail plus élevé. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a une des choses qui a beaucoup changé, c'est qu'il y a plusieurs années, on s'intéressait aux collaborateurs, à son bien-être, mais en fait aux collaborateurs en tant qu'individu. Donc on s'intéressait à son ergonomie, aux services qu'on pouvait lui proposer dans l'entreprise, les conciergeries, les salles de sport, etc. Mais c'était du bien-être d'une personne. On cherchait à avoir les besoins de chaque personne. Aujourd'hui, avec cette crise, je crois que le besoin, il va se tourner plus vers le collectif. On va chercher à avoir plutôt un sentiment d'appartenance, à s'intéresser à une expérience collective dans le monde du travail. Et c'est en ça que les services vont forcément évoluer, parce qu'on ne va plus chercher uniquement des bien-être unitaires, mais on va essayer de faire en sorte que les gens soient heureux ensemble et partagent des moments ensemble. Et ça se passera principalement dans l'entreprise, et c'est ce qui va jouer sur le retour au bureau, c'est de pouvoir créer cette synergie
dans l'entreprise. Parce que pourquoi revenir au bureau quand on peut télétravailler chez soi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'en fait, ils pouvaient faire le même travail, mais chez eux. Mais la différence entre les deux, finalement, c'est le lien social. Bien sûr. On est chez soi, on travaille comme il faut, on travaille avec ses petites habitudes. On est soi. Par contre, ça, c'est important. Et je crois que c'est une des choses qui a beaucoup plus plu aux collaborateurs en étant en télétravail, c'est qu'ils étaient eux-mêmes. Sans regard extérieur. S'ils n'avaient pas envie de s'habiller le matin, ils ne s'habillaient pas et ce n'était pas grave. Ils faisaient leur travail en étant eux-mêmes. Et je crois qu'aujourd'hui, ils vont rechercher ce vrai, ce sens du vrai dans l'entreprise et ils vont avoir besoin de moments où ils vont pouvoir s'exprimer eux-mêmes et être eux-mêmes, se sentir aussi bien à l'aise dans l'entreprise que chez eux. Donc le gros enjeu, il va être de créer ces moments, mais des moments où on peut être soi-même, où on peut être dans le vrai, où on n'est pas jugé, où on n'est pas regardé. Et là, ça va être une transition qui va permettre d'adapter encore davantage les services et les enjeux de l'entreprise. Oui, on voit bien se dessiner cette différence. Ça me fait penser à des résultats d'enquête qui me marquent, notamment, je ne sais pas si vous connaissez l'Institut Liessmann, qui mène des enquêtes souvent au niveau européen et mondial. Et ce qui ressort du télétravail, pour les télétravailleurs, ce qui leur manque le plus, c'est le lien informel. C'est ce que vous disiez sur le fait de revenir au bureau pour de la cohésion, pour de l'échange, et notamment de l'échange informel. Et ça, c'est intéressant de voir que cet élément-là, qui n'était pas valorisé, qui est très immatériel, finalement, là, les télétravailleurs, les salariés l'ont touché du doigt. C'est intéressant. Et donc, ils vont avoir cette appétence pour retrouver ça, évidemment, au retour au bureau. Et il y a une différence, en fait, assez flagrante si on interroge les collaborateurs. S'ils préfèrent participer à un team building qui peut être très bien calibré, de haute qualité, mais dans lequel on va toujours sentir finalement des enjeux un peu RH, donc on va sentir peut-être des fois une petite manipulation, ou simplement aller boire un verre avec ses collègues. La majorité des collaborateurs préfèrent finalement aller boire un verre avec ses collègues que de participer à un team building. Et en fait, c'est là où se passe la différence. Oui, ça me rappelle aussi que 90% des conversations qui se passent à la machine à café parlent de travail. Et oui, les réunions se font avant et après la réunion. Bien sûr. Donc cette partie-là, effectivement, est très importante. Alors, on va parler de votre partenariat. Eric, vous avez choisi de travailler avec Arceos chez GSF. Est-ce que tu peux nous expliquer quels étaient les besoins initiaux et comment vous en êtes arrivé à nouer ce partenariat ? Alors en 2016, alors il se trouve d'abord que je dirige un petit siège qui est un siège relais du plus important qui se trouve dans le sud-est de la France, chez GSF. Et ce siège de Paris, qui se trouve à Bagnolet, héberge une cinquantaine de personnes qui sont pour moitié une population nomade de commerciaux. En 2016, j'ai pris la décision d'externaliser la prestation d'accueil du midi de l'après-midi, ce qui était un peu compliqué dans la mesure où, si la mission de standard et d'accueil était absolument cruciale, elle n'était pas suffisamment étoffée pour constituer un poste à temps complet et surtout en pointillé dans l'après-midi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai cherché un profil un peu polyvalent qui était en capacité de prendre des missions aussi administratives, voire d'assistanat commercial. Nous nous sommes rencontrés lors d'un meeting sur les prestations occupants, le workshop. Et là, j'ai compris quelle pouvait être toute la valeur ajoutée d'une dimension événementielle et d'animation culturelle réalisée par ce type de personnes, notamment parce que dans ce siège, j'avais besoin de créer un peu plus de liens humains, d'apporter un peu de fun, de créer des moments de partage, ne serait-ce qu'au moment des pauses, et puis de booster un peu l'activité proposée par le CE. Et donc, on a démarré en mars 2017. Et puis, évidemment, c'est extrêmement lié aux individus qu'Arceos a pu me proposer. J'avais un peu peur du turnover. Mais on a à chaque fois eu depuis des personnes qui se sont inscrites dans le tissu humain de l'entreprise et qui sans doute étaient surqualifiées pour la mission d'accueil de standard, mais qui ont après apporté une vraie valeur ajoutée en termes de décoration, en termes de création, d'initiative, d'animation au moment des pauses, et puis à commencer à créer cette espèce de relais d'information, d'office management au cœur de ce petit siège.
et à contribuer à apporter du lien humain, ce fameux lien humain qui est très important pendant la crise comme hors de la crise. Vous voyez. Donc depuis 2017, concrètement, Agathe, qu'est-ce que vous avez mis en place comme type de solution, comme type de service en fait? Oui, alors déjà on a normalisé toute la partie accueil. C'est des choses qui sont importantes chez nous, c'est de pouvoir, alors c'est un côté très procédurier, très réglementaire, mais on aime beaucoup normaliser pour qu'il puisse y avoir toujours une continuité, que ce soit dans les remplacements ou autres, et avoir vraiment une prestation qui est toujours au même niveau. Donc on a commencé par faire tout ce travail et par connaître notre client, par connaître GSF, c'est ce qui est essentiel pour pouvoir apporter le lot de compétences nécessaires et puis les solutions apportées. Donc on a professionnalisé, on a mis en place une prestation qui se base sur la disponibilité de nos agents. C'est-à-dire que leur mission est effectivement de prendre en charge l'accueil, mais c'est surtout d'être disponible à 100% pour épauler les équipes internes, quels que soient leurs besoins. Donc ce sont des missions qui peuvent changer tous les jours. Ça peut être effectivement aider sur une partie administrative, faire de l'archivage ou bien traiter des dossiers commerciaux sur Excel ou autre. C'est vraiment pouvoir s'adapter en fonction des besoins pour épauler les équipes dans leur quotidien. Mais ils doivent être sacrément sollicités, non? Comment vous gérez ça? Non? C'est organisé. Si, ouais, non, tout le monde est bien discipliné, donc il y a de la place pour tout le monde. Là-dessus, ça fonctionne plutôt bien. Et puis le gros apport a été sur la partie culturelle. Sur la partie culturelle, on a mis en place les 3 niveaux que l'on propose, nous, habituellement, qui permet à chaque collaborateur de pouvoir s'impliquer comme il a envie de le faire, sans obligation et à son échelle. Donc le premier niveau, c'est un niveau totalement passif de newsletter. On diffuse des agendas de sortie à réaliser, des critiques de cinéma, voilà, tout un lot de contenu rédactionnel dont chacun peut profiter à son rythme quand il le souhaite. Le deuxième niveau, ce sont les animations régulières, des ateliers. Donc ça peut être des ateliers théâtre. Oui, on en voit un derrière moi qui défile. Alors oui, quel type d'animation vous pouvez proposer? Donc ça peut être des animations théâtre, comme des ateliers culinaires, du jardinage ou bien une initiation de langue des signes. Le but en fait de ces initiations, c'est vraiment d'être le plus large possible pour permettre aux gens de découvrir de nouvelles choses. On n'est pas dans une recherche de résultats dans ces animations culturelles, parce qu'évidemment, nos assistants d'accueil ne sont pas spécialistes de tous les domaines. Mais c'est ça, en fait, qui fait la force. C'est qu'on n'est pas dans la recherche d'avoir un cours très bien mené sur un sujet, mais plutôt de s'essayer, de partager un moment sans performance. Oui, c'est exactement le mot que je cherchais. Sans recherche comme ça de réussite, ce qui coupe aussi beaucoup l'aspect crainte de se tromper. Parce qu'on n'est pas on n'a pas de jugement, c'est pas une évaluation. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, ça a été de pouvoir mettre en place des équipements culturels. Donc on a mis en place une bibliothèque partagée qui est très utilisée et qui permet à chacun de pouvoir échanger des ouvrages. On adosse généralement à ces bibliothèques des petits ateliers avec comme des cafés littéraires où chacun peut parler de ses lectures, de ce qu'il a aimé, de ce qu'il n'a pas aimé, ce qui permet encore une fois de créer des moments de convivialité. Et on a aussi mis en place un peu de décoration avec la création d'un partenariat avec une artothèque qui permet tous les 4 mois d'avoir de nouveaux accrochages d'œuvres d'art dans les locaux, ce qui rafraîchit aussi les lieux, ce qui permet aussi de pouvoir avoir quelques interactions, quelques présentations, puisque souvent nos collaborateurs sont issus des filières culturelles et ont ce goût du partage, de faire découvrir, de parler d'un artiste, ne serait-ce que susciter et inciter les gens à s'ouvrir, à réfléchir devant une œuvre d'art. Ça a été une évolution importante, Éric, aussi auprès des collaborateurs, c'est-à-dire il ne se passait rien avant, où il y avait une attente, il y avait un besoin, ça avait été exprimé, ou c'est vraiment vous qui avez décidé de faire évoluer ce lieu de travail aussi vers un lieu de vie aussi? C'est un peu les deux. Je pense que la première, le premier secret d'Arceos, au-delà de l'ensemble des dispositifs qu'ils peuvent mettre en place, c'est d'abord le choix des personnes. Et avoir quelqu'un de confiance qui occupe un point absolument central en termes de descente et de remontée d'informations, qui est l'accueil, finalement, c'était pour nous une attente vraiment collective. Et encore une fois, avec Arceos, on a à chaque fois eu des personnes qui ont eu à cœur d'abord
tisser la confiance dans la relation avec les équipes pour après être crédible dans la proposition de valeur, dans la proposition de prestation. Donc le besoin était sans doute diffus, mais après l'acceptation a été assez immédiate. Et puis c'est aussi la raison pour laquelle on a un partenariat qui se prolonge. C'est qu'on sent que les personnes sont sérieuses, accompagnées, et avec une rigueur dans l'écoute, mais aussi dans l'accomplissement des tâches qu'on lui demande. Parce qu'il n'y a pas que l'élaboration d'ateliers, il y a aussi des tâches administratives qui demandent de la rigueur et de l'engagement. Et là-dessus, on n'a jamais eu de problème. Il y a eu une évolution un petit peu dans le temps, depuis 2017, des usages, des attentes, des besoins. Encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir aussi s'adapter aux attentes des uns et des autres. Donc, le mécanisme de confiance et puis de plaisir pris dans ce fun, évidemment sur les pauses, parce que c'est pas un grand cirque non plus, mais fait que assez vite, la personne est sollicitée pour éventuellement organiser des choses sur de nouvelles idées. Donc, là, pour répondre à ta question, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui rentre dans la mécanique, qui est le reflet finalement que la personne qui a développé la confiance avec le reste de l'équipe fait partie de l'équipe. Et c'est ça qui est important. Maintenant, comment voir évoluer les choses, puisqu'il y a aussi un peu de conciergerie finalement, c'est d'aller encore plus à l'écoute de notre équipe, qu'elle soit in situ ou à domicile. Alors c'est peut-être ça l'évolution aussi, Agathe. Depuis 2017, qu'est-ce que vous avez été amené à faire évoluer? Et puis la réflexion autour de l'accompagnement au domicile ou en mobilité ou dans des tiers-lieux. Vous y réfléchissez? Oui, on y réfléchit. On a déjà commencé à s'adapter avec toute cette période de crise et de télétravail. Ce qui est important, c'est de garder le filon de la communication. Si la communication est bonne, on arrive de toute façon à faire évoluer les choses et à travailler convenablement, que ce soit sur des tâches d'assistanat ou que ce soit sur des tâches d'animation ou d'happiness. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de barrière en fait. Tout s'adapte. Animer un atelier, oui, ça peut très bien être autour d'une table comme ça, avec 3 personnes en présentiel et puis avec un écran, exactement comme ce qu'on est en train de faire, en distanciel pour les collaborateurs chez eux. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les entreprises. On a vu pour les fêtes de Noël des entreprises qui ont fait livrer des repas à leurs collaborateurs pour pouvoir tous se connecter et manger ensemble la même chose. Voilà, pourquoi pas faire la même chose avec une activité, livrer des kits à domicile et réaliser l'activité tous ensemble, ou ce genre de choses-là. Donc ces éléments-là, ils existent déjà, donc ils permettent de s'adapter, d'évoluer. Après, nos services s'adaptent aussi, puisque le télétravail, ça crée un petit problème quand même, c'est qu'on fait une saturation d'écran très rapidement. Donc l'idée de se reconnecter encore pour une animation en ligne, c'est compliqué, et là on perd énormément de collaborateurs. Donc nos nouvelles idées sont de créer des podcasts, des radios internes, et de permettre comme ça des diffusions un petit peu différentes au gré des envies de chacun, sans être intrusif et en baissant un petit peu la densité d'écran. Oui, parce que c'est un grand enjeu aussi de conserver le lien et la cohésion avec le développement du télétravail. Alors dans cette période particulière, très en télétravail, beaucoup chez soi, mais ce sera peut-être aussi un enjeu au moment du retour, non? Parce que je ne sais pas quelle va être votre position chez GSF. Est-ce que le télétravail va se développer? Est-ce que vous allez avoir plus de collaborateurs en télétravail qu'avant la crise? Bien sûr. On va adapter nos organisations pour l'institutionnaliser, le télétravail. GSF a toujours fondé son modèle sur des échanges physiques, sur une éthique forte et donc le partage de valeurs humaines. Donc on restera toujours attaché à tous les niveaux de l'entreprise à un partage collectif sur l'activité, sur l'actualité commerciale, sur l'actualité technique, informatique. On aura toujours ces moments de partage et on va
On va continuer à les créer. En revanche, en ayant créé une organisation où, comme je l'entendais ce matin, on aura un agenda collectif de façon à ce que les gens, quand ils viennent au bureau, puissent le faire au moment où les autres sont là et que ces réunions, qu'elles soient informelles ou plus formelles, puissent continuer à faire. Mais oui, bien sûr, on va institutionnaliser le télétravail plus qu'il ne pouvait l'être. Une question comme ça qui me vient, mais le retour au travail, il va aussi se faire dans certaines entreprises, alors pas chez GSF, qui se portent très bien, mais peut-être dans d'autres entreprises qui vont avoir des difficultés. Comment on fait du happiness management, hein, comment on fait des animations dans un contexte social un peu plus tendu? Faut être dans le vrai, encore une fois. Il ne faut pas chercher à faire le clown pour faire le clown. Faut apporter des moments où les gens ont besoin juste d'écoute et d'attention. Quand ils reviennent au bureau, ils ont besoin aussi de points de repère. L'accueil, c'est un bon point de repère parce que forcément, c'est le premier visage, mais c'est aussi le moment où on vient faire une pause, c'est le moment quand on repart. Tout le monde connaît le personnel d'accueil, c'est un point de repère quand il est stable, c'est vraiment rassurant. On ne sait pas forcément quand on revient au travail si on va trouver ses collègues, parce qu'eux, ils seront peut-être en télétravail, en tout cas ses collègues préférés, donc ça ne marchera peut-être pas au bon moment, mais au moins on a ce point de repère. Et les animations, la Pinesse qui va être proposée à ce niveau-là, ça va plutôt être des temps de pause, juste pour apprendre à se remettre au rythme des autres aussi. Parce qu'on a son propre rythme chez soi, on n'a plus le rythme des autres, on a perdu tous ces éléments-là. Et ça va plus être créer des espèces de petites bulles, des petits temps de parole, des moments de rencontre, des moments de retrouvailles. Il faut que ça passe par là. Parce qu'il y a besoin en fait de réapprivoiser le bureau. Et de refaire ce lieu un lieu de confiance et un lieu dans lequel on se sent bien. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Est-ce qu'il y a des animations qui fonctionnent le mieux ou ça dépend des entreprises finalement? Ça dépend des cultures d'entreprise? Ce qu'on voit derrière vous, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand même le culinaire. On ne va pas se mentir. On est en France. Voilà. Donc, des ateliers culinaires, c'est ce qui marche le mieux. Après, tout dépend en fait de l'ambiance de l'atelier et de la typologie de l'entreprise, mais des formats plutôt courts. Où on va tout de suite, on ne perd pas un temps en préparation ou autre. Tous ces formats-là, ça fonctionne bien. Les fins de journée, ça va plutôt être des ateliers théâtre, des jeux, ce genre de choses pour relâcher la pression. Et ça permet aussi, c'est vrai que je suis une adepte du théâtre d'improvisation parce que ça a beaucoup de valeur. Ça permet aux gens aussi de reprendre confiance en eux, de s'exprimer devant les autres, d'avoir une position un petit peu différente. Et ça a beaucoup de valeur en entreprise de pouvoir effectuer ces ateliers-là. J'ai envie de dire un petit peu à chaque moment de la journée, ces ateliers. Ce qui fonctionne aussi très bien, ce sont les courts-métrages ou les conférences le midi, en mangeant. Ah oui. Pendant la pause. Et voilà, on se retrouve dans une salle de réunion, et puis en déjeunant ensemble, on visionne un court-métrage ou on suit une conférence. Ces éléments-là, voilà, à chaque temps de la journée, ces animations. Excellente idée. On arrive déjà quasiment au bout de nos échanges. J'avais une toute dernière question sur est-ce que vous avez des projets qui sont dans les cartons sur justement ce sujet du développement de ces prestations d'accueil, d'office management, d'happiness management. Est-ce que, si on se projette dans quelques mois, dans quelques années, et dans quelques mois déjà, après la crise, est-ce que vous avez des projets particuliers en tête? En ce qui concerne GSF vis-à-vis des prestations d'Arceos, évidemment, la question de comment garder le lien avec tous ceux qui sont à la maison va être essentielle. En termes de transmission d'informations, de petits messages disant oui, vous faites toujours partie de l'équipe et on compte sur vous, et pas uniquement par le travail que vous faites et les échanges de mails que vous pouvez avoir, mais les petites pointes très humaines qui peuvent venir d'une personne qui est un relais, encore une fois, d'information, mais aussi de questionnement sur les plannings. Je pense qu'il va falloir le développer tout autant que l'éventualité de propositions de services à domicile. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est des choses qu'on a déjà adaptées et je crois qu'il y a eu... J'ai vu passer l'image, donc ça m'y a fait penser, une très belle réalisation juste avant Noël de Morgane, donc, qui travaille à l'accueil de GSF, qui a proposé aux collaborateurs de GSF de participer à une belle cause tous ensemble, des boîtes solidaires.
Donc, oui. c'est un projet du coup qui a été un projet pour tous les collaborateurs qu'elle a fédéré. Et c'est ce type d'initiative qui permet aux gens aussi de se rapprocher et de participer à un projet commun qui est une jolie cause. Ça, effectivement, toutes ces choses-là, on va continuer à les faire. Oui. Et ce sont ces idées de projets communs qui reconnectent aux valeurs de l'entreprise. Même à distance. Hein. Et même à distance. C'est important. Merci beaucoup, Agathe. Eric, il est l'heure de se tourner vers nos auditeurs et vers Brice Giraud. Brice, est-ce qu'il y a des réactions et des questions pour nos invités? Oui, plusieurs. Première question, que faire si on propose des activités au bureau auxquelles les collaborateurs ne participent pas? Ah, ça peut arriver ça, non, Agathe? Ça peut arriver. Alors c'est là la force d'avoir un élément intégré dans l'entreprise. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place tout un tas d'animations qui sont des animations qui viennent de l'extérieur. Donc quand c'est une animation qui vient de l'extérieur, on a un petit peu cette peur de se mettre à nu, de jugement, et qu'on n'a pas quand ça vient de l'assistant d'accueil qui, comme l'a bien dit Eric, est dans une zone de confiance. À d'abord récupérer la confiance des collaborateurs et donc faire un atelier yoga avec une assistante d'accueil qui le pratique peut-être comme loisir mais qui n'est pas professeur. Ça enlève beaucoup de complexité. On est vraiment là pour passer un moment ensemble et puis peut-être qu'on va même bien rigoler parce qu'on sera un peu ridicule. Et l'ambiance est totalement différente d'un cours de yoga avec un professionnel où là, d'un coup, on va se sentir la nécessité d'avoir forcément son équipement et puis de réviser un petit peu avant pour pas être complètement à froid. Donc la force, en fait, de pouvoir intégrer ça à une prestation qui est au plus proche du collaborateur, ça permet d'être dans le naturel, dans la bienveillance et de casser un petit peu tous les codes de ce qu'on peut avoir quand on a un service qui vient de l'extérieur. C'est vrai. Autre réaction ou autre question? On entend de plus en plus parler d'accueil digitalisé. Peut-on se passer de contact humain? Quel intérêt, quel coût? Ah oui. Et oui, c'est vrai qu'on voit se développer des bandes d'accueil, voilà, où on s'auto-enregistre, etc. Des applications aussi où à l'avance il faut se déclarer et entrer tous les éléments de nos rendez-vous. Est-ce que ça, voilà, quel intérêt ça a et quel coût? Est-ce que vous en développez, vous, chez RCE? On est en réflexion. On est en réflexion, alors évidemment pas pour remplacer l'humain, parce que là vous m'aurez perdu sur le sujet. C'est un bon outil. C'est un très bon outil qui permet de gagner en efficacité et en temps en fait pour l'assistant d'accueil. Donc clairement c'est un bon outil accompagnateur. En revanche, se passer d'humain, non, ça me semble pas être une bonne idée. Cet outil, c'est soit un compagnon de route, soit ça peut remplacer sur des périodes de très faible activité, je sais pas, de 19h à 20h parfois, s'il y a encore des rendez-vous. C'est un petit peu moins nécessaire d'avoir une personne physique à ce moment-là. L'outil peut prendre le relais. Mais cet outil-là, il doit vraiment s'inscrire dans la politique de l'entreprise, dans son ADN et ce qu'elle a envie de véhiculer aussi. Véhiculer du digital, c'est bien, mais il ne faut pas que ça devienne froid. Donc un outil qui viendrait en plus. Oui. Ouais. Vous y réfléchissez vous avez mis en place des bornes d'accueil, non? Non. Non, on n'y réfléchit pas parce que les outils informatiques sur le partage, les visioconférences, les agendas, tout ça est déjà très, très suffisant. La présence humaine est absolument nécessaire, donc on n'a absolument pas réfléchi à son déport plus que ça ne l'est aujourd'hui. Sur le coût, donc du coup, aujourd'hui, Sur le coup, on ne oui, sait pas. C'est quand même un coût en plus pour l'entreprise, oui. Oui, si ça vient voilà, en plus. Alors j'entendais que ça pouvait avoir un intérêt de totalement digitaliser quand effectivement le site, c'est un petit site où il n'y a pas beaucoup de passages, mais néanmoins j'ai bien compris que couper complètement le lien humain, ça posait un problème. Oui, encore que, parce que, encore une fois, c'est le moment de jauger les collaborateurs. Ceux qui se sont déplacés au bureau là, pendant les confinements, très souvent, c'est vrai qu'il n'y avait pas ou peu d'accueil. Ça fait un choc d'arriver dans son entreprise et de perdre ce sourire auquel on s'attend. Quand on arrive, ce moment de chaleur et d'humain, ce contact humain. Oui. C'est vraiment, ça a choqué beaucoup de personnes. La valeur du sourire. Voilà. Non mais il faudra qu'on se penche dessus quand même, la vraie valeur du sourire. Une dernière question, Brice?
On s'oriente plus vers des accueils de type concierge d'hôtel, mais ce n'est plus le même coût ni les mêmes profils. Oui, c'est vrai que dans la session précédente, on a parlé justement de cette évolution vers l'hospitality management, vers la conciergerie hôtelière quasiment. Oui, on peut effectivement se dire que ce n'est pas forcément les mêmes profils et donc du coup pas forcément aussi le même coût. C'est pas les mêmes profils, c'est pas les mêmes services, c'est pas la même approche. Il y a tous ces éléments, ces paramètres à prendre en compte. Ça a beaucoup de valeur, ça a beaucoup d'atouts. Alors après, moi, je serais plus sur une hybridation, parce qu'encore une fois, on ne peut pas répondre au goût de chacun non plus. C'est un peu comme quand vous entrez dans une boutique. Si vous avez le vendeur qui vous tombe dessus tout de suite, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. C'est un petit peu le même principe. Et je pense qu'il faut pouvoir hybrider au maximum pour garder un pôle très accueillant, qui va être à l'écoute, qui va apporter tous les services nécessaires, comme dans un hôtel. Et puis en même temps, un pôle un petit peu plus administratif, rigoureux, qui va être là aussi pour apporter un autre service. Il ne faut pas avoir peur de l'hybridation. Tout peut se combiner et se compléter pour atteindre finalement un équilibre. Vous y réfléchissez, Eric, ne serait-ce que pour vos propres activités, d'ailleurs, de cette évolution vers ce qu'on appelle l'hospitality management, donc en fait vraiment le service hôtelier, entre guillemets. Bien sûr. Et parce que la nécessité que nous avons, et l'urgence que nous avons tous, c'est d'être polyvalent. Et pour répondre à la question, je pense qu'on est tous contraints dans toutes les prestations de services, et pas que l'accueil, de nourrir de prestations diverses et adapter aux usages l'ensemble de nos agents. Et donc, on y réfléchit depuis toujours de façon à ce que chaque collaborateur se sente investi de plusieurs missions, ce qui le pousse à grandir, ce qui le pousse à se responsabiliser sur plus de tâches qu'il ne pouvait en avoir. Et il y a un effet en termes de plaisir à tous les niveaux de l'entreprise et donc de qualité de vie au travail qui est énorme. Donc, aller vers la polyvalence, c'est pas forcément aller vers des coûts en masse salariale bien supérieurs, mais en revanche, je suis convaincu du fait que c'est un élément fondateur de la qualité de vie au travail, au contraire de former pour développer nos talents. Oui, très bon point. Merci Eric. Dernière réaction, question ? Oui, une dernière question sous forme de boutade, peut-être pour conclure, en tout cas pour vos réactions. Le domicile devient-il le lieu de travail et le bureau le lieu de loisir ? C'est bon, en caricature, mais quelque part, on parle d'hybridation, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire le lieu de travail, pas forcément, c'est un lieu où on doit suer et puis et pas s'amuser du tout, quoi. Oui, c'est pas terrorisant, faut pas avoir peur. C'est vrai que c'est un petit peu le revers aussi de cette crise, c'est qu'à un moment donné, on nous a dit que le lieu de travail était un lieu dangereux et qu'il fallait rester chez soi parce que l'entreprise était un lieu dangereux. Bon, on ne va pas non plus en faire un terrain de jeu absolu parce que ça serait passé du tout au rien. Mais je pense qu'il faut voir ça aussi comme son deuxième chez soi finalement. Parce que quand on travaille, on est aussi là pour partager, pour s'épanouir soi, pour être bien, pour rencontrer des gens, pour vivre des expériences. Donc je crois qu'il n'y a pas tellement le bien, le mal d'un côté, le travail, le loisir. Tout doit être en conformité les uns avec l'autre. C'est souvent le premier lieu de socialisation, on l'oublie quand même souvent. Mais voilà, c'est aussi là où on l'a bien vu, où on perd pas mal de nos liens sociaux. Donc oui, et puis on le rappelle, voilà, autour de la machine à café, 90% des conversations, ça parle du travail. Le lien informel, c'est ce qui est le plus attendu. Le retour du lien informel, des échanges informels, c'est ce qui est le plus attendu. Et puis oui, voilà, on sait bien quand même qu'on s'amuse aussi un petit peu au bureau. C'est pas grave. On va aller vers le meilleur des deux mondes, sachant que je pense qu'il n'y aura pas un seul lieu de travail, mais il y en aura plusieurs. Il y aura peut-être moins de grosses structures, mais plus d'espaces de coworking et de possibilités d'organiser des réunions. Donc ce sera quelque chose qui sera effectivement hybride et très adaptable en fonction des besoins. Oui, puis on rappelle que l'animation, c'est aussi faire de la cohésion, c'est aussi ce que les Américains appellent la sérendipité.
serendipity. Si nos amis des GAFAM investissent autant dans la sérendipité, c'est que ça doit leur rapporter quelque part. Donc, je leur fais confiance. En tout cas, merci beaucoup Eric, merci Agathe de votre présence, de nous avoir fait partager votre retour d'expérience. Passez une très bonne journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour ceux qui continuent avec nous, rendez-vous dans une quinzaine de minutes pour parler lieu de travail, lieu de vie. Voilà, on continue. Bye bye, merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci.